Alors généralement, on ne le présente pas parce qu'il est là depuis le début, il est là depuis longtemps. Donc je vais lui faire honneur, je vais le présenter quand même. Il s'agit de Jean-Yves Le Gallou, bien évidemment. Il est essayiste, haut fonctionnaire, homme politique français, membre du groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, le GRES, en 69. Il a cofondé en 74 le Club de l'Horloge. Après quelques années passées à l'Union pour la démocratie française, UDF, j'ai du mal à le dire celui-là, il élabore le concept de préférence nationale et rejoint le Front National avec Bruno Maigret en 85. Il est président du groupe FN, puis MNR au Conseil régional d'Île-de-France de 86 à 2004, député européen de 94 à 99, et en 2003, il crée Polémia, un réservoir à idées, notamment dans le domaine de la réinformation, et organisateur de la cérémonie annuelle des Bobards d'Or, cofondateur de l'Institut Iliade, s'il vous plaît. Il anime également l'émission de critique Média Immédiat sur TV Liberté. Et je vous demande d'accueillir un camarade, Jean-Yves Le Gallou. Alors, je dois vous parler face à la narco-tyrannie, liberté, propriété, sécurité. Alors, je veux d'abord vous montrer un petit livre qui a été publié il y a à peu près 30 ans par un philosophe politique suisse, Éric Werner, qui s'appelle « L'avant-guerre civile ». Et je dois dire qu'en discutant avec lui à l'époque, je trouvais ces théories peut-être audacieuses, peut-être même, entre guillemets, complotiste. En effet, que disait Éric Werner ? Eh bien, il expliquait que les pouvoirs politiques avaient intérêt à utiliser le désordre au service de leur ordre. Le désordre au service de l'ordre, c'était une des thèses d'Éric Werner. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cet auteur dans le numéro du pôle études et de l'Iliade sur Liberté, où Éric Werner s'exprime, et je vous le recommande. Qu'est-ce que ça veut dire, le désordre au service de l'ordre ? C'est qu'il est difficile, il était difficile, il est encore difficile, d'imposer au peuple une politique de mondialisation, une politique de désindustrialisation, une politique d'immigration. Et comment fait-on pour imposer une politique dont le peuple ne veut pas ? Eh bien, en multipliant les dispositifs répressifs, en multipliant les dispositifs liberticides. Et depuis 30 ans, le volume de nos lois, de nos règlements n'a cessé de s'étendre. Le volume du code pénal a augmenté de plus de 50%. Alors, quelles sont les conséquences de cela ? Eh bien, les conséquences de cette inflation du code pénal, c'est une embolie judiciaire. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus difficile de traiter les affaires et donc de lutter efficacement contre la répression, puisque chaque affaire est plus lourde, plus longue à traiter et que les effectifs de police et de justice n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Les seuls effectifs qui ont augmenté dans les mêmes proportions que l'évolution des codes pénaux et autres, c'est les effectifs d'avocats. Et donc, il y a une embolie. Ça, c'est le premier effet. Cette embolie, elle aboutit, cette embolie procédurale, elle aboutit aussi à ce qu'on appelle les bavures judiciaires. Les gens qui sont relâchés ou dont on abandonne les poursuites parce que, eh bien, il y a une saturation du système. Et il y a un élément supplémentaire qui est particulièrement grave. C'est que plus le code pénal est vaste, plus il y a de poursuites possibles. Mais on ne peut pas tout poursuivre. Et donc la régulation, terme très convenu, la régulation des poursuites se fait par l'opportunité des poursuites. Dans la masse des délits, voire des crimes qui sont commis, les parquets, les juges
vont sélectionner ceux qu'ils classent sans suite et ceux qu'ils poursuivent. Et c'est là que l'arbitraire arrive. Et l'arbitraire est aussi un arbitraire idéologique, parce que la justice, globalement, n'est ni neutre ni impartiale. Il y a deux grands syndicats qui mènent le monde judiciaire, le syndicat de la magistrature d'extrême gauche et l'union syndicale des magistrats d'extrême centre. Il y a des magistrats qui ne sont ni à l'un ni à l'autre, mais ils rasent les murs. Voilà. Et donc, l'opportunité des poursuites permet de laisser filer un certain nombre de délits en fonction du choix du délit ou du choix du délinquant, et au contraire d'accentuer la répression sur les autres. Cela aboutit à ce que un penseur américain, Samuel T. Francis, avait défini, là aussi dans les années 90, comme l'anarcho-tyrannie. Qu'est-ce que c'est que le régime d'anarcho-tyrannie? C'est un régime qui laisse se développer la délinquance, qui abandonne son rôle premier de sécurité, c'est la partie anarcho, tout en développant une répression féroce vis-à-vis, au fond, des honnêtes citoyens. Et donc, on a à la fois l'insécurité et la répression des libertés ou des initiatives. C'est la narco-tyrannie. Alors, on peut prendre des exemples pour illustrer cette réalité. C'est le squatter qui ne sera pas protégé par la police et par la justice dans l'exercice de sa propriété, le propriétaire qui ne sera pas protégé du squatter, mais par contre, si le propriétaire réagit, lui va à ce moment-là se trouver fortement réprimé. C'est la même chose pour le cambriolé. Le cambriolé a peu de chance d'avoir une grande efficacité de la police et de la justice pour retrouver et condamner celui qui l'a cambriolé. Par contre, s'il se défend lui-même, à ce moment-là, il sera poursuivi avec efficacité. C'est le cas aussi de l'agressé qui, s'il se défend, ne se verra pas reconnaître la légitime défense, à moins d'être mort au préalable, mais ce qui est évidemment peu souhaitable. Et donc, vous avez un régime, un État qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est le régime d'anarcho-tyrannie. Dans ce régime d'anarcho-tyrannie, vous voyez aussi une préférence dans la répression sur ce qu'on appelle les violences verbales par rapport aux violences physiques. La part que les tribunaux consacrent désormais ce qu'on appelle les délits contre les personnes, c'est-à-dire très souvent des délits d'opinion ou des délits de harcèlement ou des violences qu'on appelle verbales, prend de plus en plus le pas sur les violences physiques. Les violences physiques qui sont objectives sont souvent négligées au profit de la répression des violences verbales qui sont quand même en bonne partie subjectives. Vous avez aussi, en matière d'ordre public, deux concepts qui s'intègrent parfaitement à cette logique d'anarcho-tyrannie. Vous avez, en matière d'ordre public, vous avez l'ordre public matériel. L'État doit veiller à l'ordre public matériel, c'est-à-dire à l'absence ou à la limitation des violences, à la possibilité pour les uns et les autres de circuler, de manifester librement, sans violence. Ça, c'est l'ordre public matériel. Eh bien, l'ordre public matériel est de plus en plus négligé au profit de l'ordre public immatériel. Qu'est-ce que c'est que l'ordre public immatériel? Concept validé par le Conseil d'État, supposé protéger nos libertés. L'ordre public immatériel, c'est ce qui porte atteinte
à la doxa idéologique, à la doxa diversitaire. Si vous pensez mal, je crains que ce soit le cas d'un certain nombre d'entre vous, vous contrevenez à l'ordre public immatériel. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2023, un colloque de l'Institut Iliade consacré à Dominique Venner avait été interdit. Nous avons quand même gagné devant le tribunal administratif, mais de facto, notre liberté, votre liberté, a été mise en péril. Voilà, c'est cela l'anarcho-tyrannie. Alors, face à cela, il faut une rupture radicale pour retrouver à la fois la sécurité, les libertés et la propriété. S'agissant de la sécurité, il faut remettre au premier plan la lutte contre les grands trafics et les violences physiques. Il faut inverser l'ordre des priorités, changer les priorités judiciaires. Il ne s'agit pas de changer les lois d'ailleurs. Les lois, il y en a énormément, pas besoin de les changer, mais il y a besoin de fixer différemment les priorités de politique judiciaire. Et puis, pour établir la sécurité, il faut aussi rétablir le droit à la légitime défense. La première défense de la société, c'est l'individu qui se défend lui-même contre une agression. Et donc, il y a là aussi des choses à changer. Le deuxième élément, c'est la propriété. La propriété, ça a une certaine importance parce que c'est aussi un élément de la liberté. Et la propriété, elle doit notamment, la propriété du logement, des logements, doit être établie à la fois par un changement de pratique par rapport aux squatteurs, mais surtout par l'abandon de tout un tas de réglementations. Je pense notamment aux réglementations à prétention énergétique et écologique, qui sont des atteintes complètes à l'usage libre de son droit de propriété. Et là, il y a beaucoup de choses, pas des lois nouvelles qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est des lois qu'on abroge. Voilà. Le troisième élément, et c'est évidemment l'élément essentiel dans ce colloque, pensée, parole, action, et là nous sommes dans la parole, c'est de rétablir la liberté d'opinion, de rétablir la liberté de débat. Alors vous savez qu'actuellement, il y a une discussion autour d'une proposition de loi Yadan qui vise à ajouter un énième alinéa aux lois répressives. Alors je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de prendre position pour la loi Yadan. Il faut prendre position pour l'abrogation complète des lois liberticides à partir de la loi de 1972, parce que les lois liberticides, c'est les lois qui permettent d'interdire le libre débat et l'expression d'opinions divergentes par rapport à la doxa. Alors vous le voyez, il faut aussi se méfier des lois avec des bonnes intentions. Vous savez qu'il y a une loi séparatiste contre le séparatisme qui a été votée, qui était censée permettre de lutter contre l'islamisme. À quoi est-elle utilisée? À empêcher l'éducation des enfants à domicile, l'école à domicile, à réprimer les écoles privées hors contrat et même les écoles privées. C'est-à-dire qu'une loi dont on nous dit « mais attention, on va limiter l'expansion de l'islamisme », eh bien, sert en fait à réprimer les libertés françaises. Et donc, ce qu'il faut, c'est un changement radical de politique. Et ce qu'il faut, c'est un choc abrogatoire. Ce qui est le plus important, c'est de supprimer tout un fatras
de législation ou de réglementation qui brident les libertés et qui, au fond, empêchent de respirer un peu plus librement. Ah, ça tombe bien, j'allais conclure. Et je vais conclure en citant un mot, une phrase de Georges Sorel que je vous invite à méditer. Tout homme ou toute puissance dont l'action consiste uniquement à céder ne peut aboutir qu'à se retrancher dans l'existence. Qui vit, résiste. Qui ne résiste pas se laisse dépecer en morceaux. Vivez!